Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette présentation, les outils, la présentation des outils des prescripteurs bas carbone menée par l'IFPEB, Carbone 4 et une dizaine d'entreprises qui mutualisent ces outils. Je suis Cédric Borel, donc le directeur de l'Institut français pour la performance du bâtiment. Alors l'Institut, c'est un institut très marché avec un ADN opérationnel qui mutualise un certain nombre d'études collectives qui sont menées pour passer véritablement à des choses concrètes sur la transition énergétique et qui mènent un certain nombre de projets qui visent à mettre en œuvre des nouveaux modèles d'affaires. Alors, on travaille sur plein de sujets, les nouveaux marchés de l'énergie, la flexibilité, des contrats de mise en œuvre de seconde œuvre en économie circulaire. Ce sont des choses très pratiques qui visent notamment à faire des démonstrateurs. Alors, pourquoi le hub? Ce hub, justement, est né au creux de l'IFPEB, puisqu'un certain nombre de maîtrises d'ouvrage étaient très motivées par le futur bas carbone qui nous occupera bien plus loin que cet épisode de crise sanitaire. Et tous s'essayaient à discerner le vrai du faux dans une information sur le carbone qui était soit particularisée à quelques opérations avec des ratios ou des solutions qui n'étaient mises en œuvre que dans une opération. Ils se posaient la question de la sédimentation de la connaissance, de l'opérationnalité, de l'horizontalité du savoir dans leur entreprise sur la performance bas carbone et sur le savoir-faire. Et donc, pour justement accumuler de l'expérience et avoir des retours d'expérience qui impriment véritablement un changement dans leur manière de faire et dans leur pratique quotidienne de maîtrise d'ouvrage, ils ont souhaité mutualiser cette connaissance. Ils nous ont demandé de créer ce hub des prescripteurs bas carbone. Et nous, on s'est empressé donc de l'organiser avec un autre de nos membres qui est Carbone 4 et qui a l'expertise justement sur la mathématique carbone et qui est donc à l'origine de tous les premiers outils qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc le hub, sa définition, c'est un regroupement de donneurs d'ordre qui sont là pour détecter, caractériser ensemble et accélérer l'accès au marché des solutions bas carbone. Très concrètement, les entreprises prescriptrices qui sont avec nous partagent des outils, des briefs, des états de l'art, puis des closiers et enfin des solutions qui vont imprimer justement dans leur pratique quotidienne et dans leur maîtrise d'ouvrage. Alors aujourd'hui, justement, nous vous présentons les premiers les outils du hub et des messages clés qui sont associés. Et ça passera par une présentation en 3 étapes pour cette heure qui nous occupera. Roman et Nathan pour Carbone 4 présenteront les outils du hub et ils seront rejoints par Jérémy Antunes de l'IFPEB pour ensuite les messages clés pour quiconque souhaite justement prendre en main les chiffres carbone et préparer ce futur bas carbone. Et ensuite, il y aura 3 grands témoins qui seront du côté de la promotion avec Sogeprom et Valentina Balbis, du côté de l'asset management avec Laetitia Georges de Groupama Immobilier et Jean-Éric Fournier de Covivio. Et alors ensuite, il y aura une séance de questions-réponses et je serai votre amphitryon. Je collecterai vos questions que vous poserez via le chat pour les poser aux panélistes dans une session de questions-réponses en fin de hub. Je termine par une considération générale et une considération pratique aussi. En général, on est vraiment, je pense, sur une tendance de fond. Le bas carbone sera la condition sine qua non du pouvoir construire demain parce qu'il y aura de l'éco-conditionnalité et ce sera pour nous un vrai vecteur de sélection naturelle. Il y a une vraie envie de changement qui va transpirer par un certain nombre de cadres qui conditionnent notre acte de construire, l'immobilier en général. Et pour nous, il s'agit vraiment de faire la différence et de trouver les méthodes et les outils de l'aide à la décision pour se projeter dans les 5 et les 10 ans à venir dans une construction qui va se décarboner fortement. Donc le hub continuera vers des outils très opérationnels, un vrai que choisir du bas carbone. Et aujourd'hui, s'il devait y avoir un scoop sur les outils qu'on vous propose, c'est que nous avons une donnée saine, une donnée bien organisée, une donnée socle qui nous permet de rapporter l'ensemble des innovations
et des savoir-faire bas carbone que nous rapporterons à l'ensemble des maîtres d'ouvrage à une base d'analyse qui est parfaitement bien établie aujourd'hui. Et alors, la dernière considération pratique, c'est que nous serons, cette diffusion sera disponible en ligne semaine prochaine. Le document, les documents, le brief que nous partageons avec vous sera mis en ligne. Et donc, toute cette partie vous sera mise à disposition à partir de la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente matinée et je passe la parole à Nathan Verrier, Roman Ledoux pour les outils. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est aujourd'hui près de 400 personnes. Donc, merci d'être là parmi nous. Ce qui nous a motivé, donc Carbone 4, donc moi je suis donc manager chez Carbone 4, accompagné de Nathan Leverrier qui prendra la parole dans quelques slides. Ce qui nous a motivé à participer à ce hub, donc en tant qu'expert technique, c'est avant tout le besoin qu'on a pu constater lors de l'accompagnement, lors de la définition de stratégies 2 degrés avec des promoteurs. Autrement dit, les ambitions et les objectifs sont tellement ambitieux que les promoteurs ne peuvent pas atteindre les objectifs sans l'aide des fabricants. Et donc, on arrivait à ce moment-là où, une fois les objectifs définis, des objectifs ambitieux, compatibles avec l'accord de Paris, et ben, dans la déclinaison, on se rend compte qu'on a besoin de l'accompagnement des fabricants de matériaux et notamment d'une baisse année après année de l'empreinte carbone des matériaux. On va commencer donc par cette première partie qui est plutôt la couche technique, à savoir la présentation des hubs, des outils du hub. Alors, l'objectif de la première année, c'était, comme je l'ai dit, de mettre en place cette base technique pour nous permettre d'avoir le minimum de données pour ensuite présenter notamment des briefs par filière les plus fiables possibles. Et donc, l'information existait, le constat. Donc, il y avait notamment deux bases qui nous semblaient les plus évidentes. Et pour tout vous avouer, on nous a demandé de rajouter l'observatoire E+C-. Donc, la première, c'est l'observatoire E+C-, qui répertorie donc les données techniques et environnementales de bâtiments qui ont participé à l'expérimentation du référentiel E+C-. Et le deuxième outil dont on va vous parler, c'est donc la base IGNES qui répertorie les données environnementales des matériaux et équipements utilisés dans le bâtiment. Mais elle n'est pas suffisamment exploitée. Il est nécessaire de retraiter les données pour constituer une base fiable d'analyse et de comparaison des bâtiments et des solutions bas carbone. Et il faut disposer d'outils simples d'utilisation et adaptables à tous les cas d'étude. Donc, c'est le cas de la première partie. On va vous présenter les outils qui ont été développés. Donc, sur ces constats, deux outils ont été développés qui reprennent ces deux différentes bases, bien entendu, qui n'ont pas vocation à être croisées au début. Donc, je vais vous parler de ces deux outils. Un outil sur l'observatoire E+C-, l'autre outil sur la base IGNES. Donc, on commence sur l'observatoire E+C-. Actuellement, en tant que spectateur, si vous voulez donc voir ce qu'il y a sur l'observatoire, vous avez deux solutions. Soit vous rendre sur le site Énergie Carbone, avec quelques analyses statistiques on vous a remis ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, en haut à gauche, les niveaux énergie carbone, donc le nombre de bâtiments en fonction des niveaux énergie carbone. Une première remarque, c'est que les seuils énergie carbone ne sont pas les mêmes suivant les typologies de bâtiments. Donc, on peut se demander la pertinence de classer ainsi l'ensemble des bâtiments. Et on verra par la suite, bien entendu, que vu que les seuils sont différents, ce n'est pas forcément aussi facile dans les différentes typologies, par exemple, d'atteindre le seuil C1 ou d'atteindre le seuil C2. Et on a d'autres chiffres, une belle carte, mais qui, bon, je trouve, ne dit pas grand-chose, un historique du nombre de projets. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur une solution qui soit la plus ergonomique possible, la plus puissante possible et puis la plus diffusable possible, c'est-à-dire une solution web. On est parti donc sur l'outil de Microsoft, Power BI, qui est donc un logiciel interactif de visualisation de données. Bien entendu, pour ceux qui connaissent un petit peu la donnée, le gros du travail, souvent on dit que 80% du travail, c'est en amont de ce que vous allez voir là. Donc, c'est avant tout le retraitement de la donnée, l'organisation de la donnée, avant de pouvoir le visualiser. Vous voyez ici donc la page d'accueil, qui sont donc les caractéristiques générales des bâtiments et qui permettent d'avoir une vision exhaustive. Vous avez par exemple en haut à droite le nombre de bâtiments par type d'usage.
Vous voyez qu'on a essentiellement un nombre de bâtiments des maisons individuelles, donc à peu près 600. On a ensuite des bâtiments collectifs d'habitation, autour de 250-300. On a très peu de bâtiments à usage de bureau et enfin d'autres bâtiments qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir voir le détail en dessous. On voit de l'enseignement primaire, par exemple, d'enseignement secondaire, avec une dizaine à 30 d'établissements. Voilà, et ce qui est important ici, c'est que chaque visuel d'analyse est cliquable. Autrement dit, si vous avez la répartition des seuils énergie carbone, là, on va cliquer sur les maisons individuelles. Donc, j'ai cliqué sur mon premier, par exemple, mon premier bâtonnet qui représentait mes 600 maisons individuelles. Ah non, pardon, là, on a fait une double sélection. On a à la fois sélectionné les maisons individuelles et celles qui atteignent le niveau carbone 2. Et donc, ici, vous voyez que par magie, toutes ces maisons sont situées dans le nord-ouest, une information qui n'a peu d'utilité, mais qui est quand même tout de même intéressante. Et on va voir la répartition, notamment ici des surfaces, mais ce qui veut nous intéresser, bien entendu, c'est la répartition des vecteurs énergétiques et des typologies de construction. Alors, les données de l'Observatoire E+C-, bien entendu, on a dû les retraiter. Alors, de nombreuses incohérences et valeurs aberrantes ont été constatées dans les données brutes publiées par l'Observatoire. Et donc, afin de disposer d'une base d'analyse fiable, on a dû corriger dès que c'était possible. Et sinon, on a dû malheureusement écarter certaines valeurs. Alors, une correction qui est revenue souvent, c'est typiquement une incohérence entre le vecteur principal de chauffage et l'énergie principale de chauffage. Il y avait plein de cas où typiquement j'avais un vecteur, j'avais un équipement de type chaudière gaz et à côté j'avais par exemple du bois. Donc ça, on a réussi à le retraiter. Bien entendu, pour savoir laquelle des deux informations était la bonne, on a regardé par exemple le contenu carbone de l'énergie qui donne une bonne information. Donc ça, c'est la première incohérence que vous voyez. Bien entendu, dès qu'on a pu corriger, on a corrigé. Par contre, parfois, le contenu carbone ne permettait pas de corriger. Donc, dans ce cas-là, on a dû écarter. Voilà. Ensuite, donc, il y a deux bases. Excuse-moi, Nathan, on revient sur la slide d'avant. Donc, deux bases. Une base qu'on a appelée base de données corrigée. Et ensuite, une deuxième base, une troisième base, pardon, qu'on a appelée une BDD corrigée complète. Et donc, la principale différence entre la base de données corrigée et celle corrigée complète, c'est que dans la corrigée complète, on a notamment la décomposition par lot qui nous permettent de comprendre vraiment pourquoi un certain nombre de projets sont bas sur leur empreinte PCE. PCE, ça veut dire produits de construction et équipement, autrement dit les matériaux. Donc ensuite, donc je vais vous présenter 4 exemples d'analyse permises par cet outil que vient de présenter Roman. Donc un premier type d'analyse par exemple, c'est pour les systèmes et performances énergétiques. Et donc on permet ainsi d'analyser une sélection de bâtiments et de comprendre, notamment en fonction du vecteur de chauffage et du vecteur DCS, quelles sont les performances énergétiques atteintes, ou à l'inverse, ici, en faisant une sélection sur les logements collectifs qui atteignent C2, comprendre quelle est la répartition en termes de type de chauffage et de générateurs d'eau chaude sanitaire. Voilà, ça nous renseigne aussi sur en moyenne quelle est la production photovoltaïque des projets en fonction des niveaux de performance. Voilà un premier type d'analyse, premier exemple. Un deuxième exemple, moins sur l'énergie, mais plus sur la partie carbone, qui permet d'analyser l'empreinte carbone en fonction d'une sélection. Donc ici, un exemple toujours sur le logement collectif en voulant comparer les logements collectifs de niveau C2 à l'ensemble des logements collectifs. Et là, ça permet par exemple de comprendre où peuvent être les leviers principaux de décarbonation en fonction de la répartition de l'empreinte carbone. Donc, par exemple, tout à gauche, on voit que c'est la partie en gris, donc la partie hors PCE, qui réduit le plus sur les logements collectifs C2. Donc, ce qu'on observe à côté, c'est que c'est la partie énergie, donc l'empreinte carbone de l'énergie des bâtiments qui est réduit le plus dans un projet C2. Et enfin, vous voyez à droite un détail par lot, donc qui permet de comprendre
par lot en moyenne sur un logement collectif C2, quels sont les lots qui permettent une réduction importante. Voilà un exemple sur les performances carbone. Et ensuite, deux autres types d'exemples c'est deux analyses que nous a permis l'exploitation des données de l'observatoire plus et moins. Rien de très nouveau, mais ça permet d'avoir les bons ordres de grandeur, de comprendre les gains en fonction, tout d'abord, donc là, ici, en fonction des vecteurs de chauffage. Donc ici, sur les logements collectifs, comprendre quelle est l'empreinte, donc là, toujours la partie en gris, en fonction du vecteur de chauffage. Donc le gaz qui est ici en moyenne à 730, tandis que le bois, l'électricité et le réseau de chaleur qu'on retrouve aux alentours de 400 kg de CO2 par mètre carré. Voilà le type d'analyse ici. Et la même chose sur les modes constructifs, donc par matériaux principaux. On peut comparer l'empreinte PCE, donc l'empreinte des matériaux. Donc ici, sur un exemple de bureau, donc ce qui est important aussi dans cet outil, c'est de comparer quel est le nombre de bâtiments. Donc là, ici, sur le bureau, on observe qu'il y a très peu de bâtiments. La sélection comporte que 15 bâtiments, mais ça permet d'avoir des premières idées d'ordre de grandeur entre le béton, entre le bois massif, entre des mixtes bois-béton, quelle est l'empreinte PCE. Voilà pour les quelques exemples d'analyse qu'on peut faire grâce à l'outil qu'on a développé. Donc le deuxième outil à présent, c'est l'outil qui permet de voir les FDES, donc de la base IGNES. Donc la base IGNES, j'imagine qu'un certain nombre de personnes la connaissent, et vous avez une capture d'écran en dessous. Notamment la sélection des fiches n'est pas très facile, et on va vous montrer qu'avec Power BI, c'est très simple de naviguer notamment entre les différents dossiers, les catégories. Donc vous avez ici l'exemple de l'onglet recherche, donc on va sélectionner différents niveaux. Ici est sélectionné donc le niveau 0 production de construction, le niveau 1 les revêtements de sol et murs, peinture, et en niveau 2 on a sélectionné donc deux catégories, les revêtements de sol dur et les revêtements de sol souple. Voilà, et on voit qu'il y a 112 fiches qui sortent de cette sélection, avec bien entendu le détail. Et Power BI permet notamment de pouvoir appliquer n'importe quel filtre, hein, s'il y a besoin de filtrer encore cette recherche. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la répartition, notamment statistique de ces éléments. Bien entendu, on pourra toujours dire qu'il y a des fiches qui paraissent élevées, mais ce qui va nous intéresser, nous, dans notre démarche, et notamment dans la démarche qu'on peut avoir dans l'accompagnement des promoteurs, c'est en moyenne, est-ce que tel matériau est mieux qu'un autre? Alors, ce qu'on a fait, c'est donc des boîtes à moustaches que vous pouvez voir ici. Ce qui va nous intéresser à chaque fois, c'est ce qu'on appelle donc la boîte, hein, chaque fois. Donc, vous avez la boîte et puis les moustaches. Les moustaches vont permettre de voir quelle est la répartition. Autrement dit, par exemple, si je regarde le deuxième élément qui sont les moquettes, on voit qu'on a une répartition très, très longue, hein, des moquettes qui vont entre 20 kg de CO2 à 120 kg de CO2 par mètre carré. Mais ce qui va nous intéresser, c'est notamment cette boîte et surtout le trait qui représente la médiane. Hein, donc la médiane étant le point à partir duquel on a 50% de valeur en dessous et 50% de valeur au-dessus. Et donc là, on voit qu'on a comme quelque chose d'assez net. Hein, clairement, on peut affirmer qu'un parquet bois, c'est mieux que du PVC en termes de carbone. Vous avez à droite les valeurs ministérielles qui vont nous intéresser par la suite dans les messages notamment. Si on regarde par exemple la moquette, qui est un bon exemple, qui peut être un poste très important, notamment lors de la rénovation dans de la foncière de bureau, on voit que la médiane, donc c'est la deuxième moustache, la médiane est autour de 50, hein, et que la valeur ministère, vous la voyez à droite, elle est autour de 200. Autrement dit, ça nous est arrivé souvent avec Carbone 4 de faire des analyses de cycle de vie sur de la rénovation. Si vous prenez la valeur ministère, c'est clair que la moquette va être le premier élément, va faire exploser votre empreinte carbone, alors que dans la réalité, ce n'est pas forcément l'élément le plus impactant. Ici, vous avez une autre analyse pour vous montrer qu'on retravaille la donnée pour qu'elle soit analysable. Vous avez donc l'exemple des isolants thermiques et acoustiques pour murs et cloisons. Et donc, celle-ci, pour qu'elle ait du sens, bien entendu, il faut la retraiter. On a choisi de la retraiter de la résistance thermique. Bien entendu, si on restait sur la valeur de base, on comparait des isolants qui ont des épaisseurs très différentes et donc on aurait forcément des résultats non exploitables. Je peux avancer maintenant.
Et une autre slide qui est intéressante souvent parce qu'elle revient de manière fréquente dans les discussions lorsqu'on met en place des stratégies, c'est quelle est la part de la production, notamment versus la fin de vie. Donc la vie en œuvre, elle est dans les fiches FDES, mais elle n'est pas reprise dans le calcul de l'empreinte carbone parce qu'elle est comptée par ailleurs lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie. Mais lorsqu'on regarde entre le vert, la production, et la partie plutôt grise, qui est la fin de vie, on voit que la partie production, elle représente souvent de l'ordre de 70 à 90% de l'empreinte carbone. Et donc ça, c'est important dans les réflexions qu'on va pouvoir avoir après sur la mise en place de plateformes, notamment de réutilisation ou de recyclage. Voilà. Un autre type d'analyse donc qui nous paraît important, et on y reviendra notamment dans cette publication, les messages clés du hub, c'est d'environner l'information avec des données de coût, des données de prix. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire sur quelques catégories de matériaux, avec des bases de données de prix de matériaux. Et donc, ça permet de coupler l'information en termes d'empreinte carbone et de coût des matériaux. Et ça permet d'identifier un optimum de matériaux qui à la fois ont une empreinte faible et un coût modéré. Par exemple, ici, donc toujours sur l'exemple des revêtements de sol, c'est le parquet bois qui a l'empreinte carbone la moins élevée. Mais si on cherche à optimiser le plus possible, on remarque que la pierre naturelle se positionne plutôt bien. Tandis que la moquette, pas du tout, mais notamment sur des coûts sur 50 ans, donc avec renouvellement de matériaux, ce n'est pas le cas. Et enfin, de la même façon, pour avoir des outils qui permettent d'aider à la décision et de choisir un type de matériaux sur un projet, un onglet de l'outil qui permet de faire une sélection fine et précise sur une catégorie de matériaux, de choisir sa catégorie de matériaux, le type de matériaux, donc ici les revêtements de sol en PVC, et d'aller connaître la liste des matériaux dans une catégorie de performance qu'on souhaiterait ici. Donc le premier quartile, donc le top 25% des matériaux de la Basignès les plus performants sur les revêtements de sol en PVC. Et donc d'aller voir la liste des revêtements disponibles sur la Basignès. Voilà. Donc, on passe ensuite à la présentation des messages clés. Donc, on vous a présenté vraiment la base technique qui nous a forcément occupé quelques mois, vous l'imaginez, notamment pour retraiter l'ensemble des données. Oui, et donc expliquer ce que c'est la publication qui vient avec ce webinaire. Donc les messages clés du hub, qu'est-ce que c'est? Donc ça répond effectivement aux travaux du hub, donc qui est d'orienter les choix de conception vers des solutions bas carbone. Et cette première année, vous l'avez compris, c'était vraiment se concentrer sur l'information disponible, comment disposer de données fiables. Et donc tous ces travaux nous ont permis de sortir des grands messages dont les membres souhaitaient diffuser le plus possible auprès de l'ensemble de la filière. Mais cette publication, pour que vous compreniez bien, ne revient pas sur les grands enjeux du bâtiment, les grands messages, les objectifs à atteindre, les objectifs que s'est donné la France sur le secteur. Pour ça, je vous renvoie à la publication qu'a pu faire Carbone 4 avec l'ADEME l'année dernière, donc qui s'appelle Neutralité et bâtiment. Alors, sur le sommaire de la note que je vais vous présenter rapidement, il y a trois parties. Donc, la première partie qui reprend des messages clés qu'on verra à la fin avec un résumé exécutif de 2 pages. La première partie, c'est la qualité de l'information bas carbone du bâtiment et de ses constituants doit être améliorée avec 3 sous-parties qu'on va détailler. La deuxième partie, c'est la compétition bas carbone est lancée. Bien entendu, Cédric l'a notamment rappelé au début, l'enjeu, c'est qu'on accompagne et qu'on stimule la compétition entre les fabricants. Et donc, on commencera ici par féliciter les champions industriels. Et enfin, la troisième partie, performance réelle et coût du bas carbone. Donc, le hub s'applique à environner l'information carbone et de données techniques et économiques, bien entendu.
On ne peut pas juste prendre des décisions à partir de données qui seraient seulement carbone. Alors, on va détailler un petit peu les différentes parties. Je vois qu'il est déjà 10h30, donc on va essayer d'être assez succinct. Bien entendu, là, vous aurez accès à la note dans les jours qui viennent. Donc, la première partie sur la qualité de l'information bas carbone qui se base sur les deux outils. Nathan, tu peux passer à la slide suivante. Donc, la sous-partie A, donc les données de l'observatoire E+C- doivent être améliorées avec un minimum de tests de cohérence. Je vais vous lire les messages principaux. Donc, la base de données de l'observatoire E+C- n'est pas exploitable telle qu'elle. De nombreuses valeurs aberrantes ou incohérentes y sont constatées. Ainsi, pour éviter des biais dans ces analyses, la base de données doit être retraitée. Mais surtout, des tests de cohérence doivent être mis en place à l'entrée, avant la publication de ces données. C'est là où on aura la meilleure qualité de la donnée et surtout, on fera monter le niveau des maîtres d'œuvre qui mettent des données à disposition. Je peux avancer, Nathan. Donc, ici, vous avez les différents motifs de correction principaux. Vous pourrez les voir dans la note. On a essayé d'être le plus transparent possible sur le nombre de bâtiments qu'on a dû corriger et écarter, ainsi que les différentes raisons, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, après correction, ce que vous avez vu un petit peu sur les outils tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des répartitions, notamment en nombre de bâtiments par seuil énergie et carbone, qui vont être différenciés, et vous le voyez ici, différenciés notamment entre typologies, maisons individuelles. On voit que les maisons individuelles sont essentiellement vers du énergie 0, 1, 2 et du carbone 0, 1. Les logements collectifs, eux, notamment parce qu'ils sont portés par des acteurs plus gros, vont viser un peu plus haut, hein, donc notamment énergie 2, énergie 3, carbone 1, carbone 2. Et c'est sur le bureau où on va voir notamment apparaître de l'énergie 4 avec quelques bâtiments. Ensuite, ce qui nous semble intéressant de sortir de cette base, c'est bien entendu quelques enseignements. Et les premiers enseignements pour nous en termes de carbone, ça va être bien entendu quelle est l'empreinte en fonction des vecteurs énergétiques et des typologies. On en a déjà parlé tout à l'heure dans l'outil avec quelques exemples. Vous retrouverez dans la note un certain nombre d'analyses, donc bien détaillées par typologie, parce que les empreintes carbone ne sont pas du tout les mêmes. Vous savez très bien que pour le bureau, notamment, le poste PCE est très prépondérant par rapport à l'énergie, ce qui n'est pas forcément le cas dans du logement collectif. Ce qu'on voit ici, hein, quand même très rapidement, c'est que le chauffage au gaz reste le vecteur le plus carboné, clairement, et que le béton reste le mode le plus émissif, en tout cas en moyenne dans l'observatoire E+C. Donc la sous-partie B est une partie importante. L'usage des valeurs ministérielles, donc les données environnementales par défaut, les DED, pour nous, elles faussent la compétition bas carbone. Alors pourquoi? Parce que ces données par défaut, elles sont volontairement établies pour être supérieures à la réalité. Les industriels à publier leurs propres données pour chacun de leurs produits. Nous, ce qu'on pense, que le Hub pense, c'est qu'il faut séparer les deux volets de la compétition bas carbone. Il y a d'un côté la compétition entre les fabricants, d'une part, et de l'autre côté, la compétition entre les maîtres d'ouvrage. Mais le fait qu'on utilise les données de sécurité, ça fausse du coup cette compétition. Et une non-comparabilité, par exemple, même sur un seul projet, si vous demandez à plusieurs bureaux d'études de réaliser la CV, vous allez avoir des différences qui sont liées au fait que des valeurs ministérielles ont été utilisées. Et donc, vous l'avez vu, hein, c'est pour ça que la partie 2 va se concentrer sur la séparation, la compétition entre les fabricants de matériaux. Voilà. Un autre point qui est important quand même dans la partie B, très rapidement, c'est qu'on a réussi dans les derniers mois à faire une analyse sur un projet réel, donc qui était un projet bureau de 40 000 m². Et un des éléments, c'est que lorsqu'on passe des valeurs ministérielles, par exemple, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la moquette, hein, on passait à peu près de mémoire de 200 à 40, et bien là, lorsqu'on le fait sur l'ensemble des lots, et bien on se rend compte qu'on a juste, en passant des valeurs ministérielles à la valeur médiane des catégories, on se rend compte qu'on a une baisse de l'ordre de 45%. Ça, c'est un point très important et qui est souvent revenu lors de l'accompagnement de stratégie 2 degrés. Hein, souvent, nous, on fait des modélisations et on me dit, mais non, mais ce bâtiment ne passe pas carbone zéro. Bon, d'accord, donnez-moi les ACV, on va regarder un petit peu. Et là, clairement, on se rendait compte qu'il y avait une valeur ministérielle utilisée sur un lot important, tel que le béton, par exemple. Là, clairement, on rajoute 200 à 300 kg de CO2. Le bâtiment
ne passe du coup pas carbone zéro. Donc, la troisième partie sur cette qualité de l'information qui doit être améliorée, donc c'est ce qu'ont permis les travaux du Hub de mettre en lumière et de vraiment objectiver avec des chiffres. Donc là, un message connu, mais qui est renforcé par ces travaux et par le rendu des membres du Hub, c'est le besoin pour la Basignès d'être encore complété. Notamment, on a fait ce petit travail d'associer à chaque donnée de la Basignès un lot du bâti et de comparer le nombre de données disponibles par lot à l'empreinte carbone des bâtiments. Et donc un exemple ici, on remarque que 44% des fiches sur les 7 premiers lots sont dans le lot cloisonnement, donc avec l'isolation intérieure notamment, alors que ce lot-là ne représente qu'environ 10% de l'empreinte carbone. Donc le message ici, c'est qu'il y a encore des trous dans la raquette et les membres du Hub ont identifié trois exemples de catégories pour lesquelles il y a encore de l'information manquante et cela pose problème pour avoir de la bonne information bas carbone notamment. Donc un exemple sur les faux planchers, alors que dans la construction tertiaire, c'est une solution très souvent utilisée. Il y a 7 données par défaut et aucune donnée de fabricant. Sur la pierre, c'est la même chose. Aujourd'hui, très peu de données, donc peut être assez utilisé dans certaines régions et pour le logement collectif. Et ici, on n'a que 5 données par défaut et une donnée de fabricant. Et enfin, un lot très important, donc un sujet important quand on parle d'éco-conception et de bas carbone, qui sont les systèmes CVC, donc les lots techniques, où là, ici, très peu de données sont disponibles, même si ça s'est amélioré dans le temps. On remarque encore que peu de données sur les pompes à chaleur, sur les groupes froid-eau, sur les échangeurs à plaques. Et donc, c'est là-dessus ce qu'on souhaite mettre en lumière, c'est que c'est vraiment un poste important pour l'éco-conception puisque c'est lié vraiment au vecteur énergétique choisi. Voilà. Donc là, maintenant, on passe la main à Jérémy. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Oui. Oui, donc je m'appelle Jérémy Antunes, je suis responsable des études à l'IFPEB et donc du coup j'ai pu intervenir aussi sur ce projet. Je vais vous présenter les 2 derniers messages. Un des points, donc ça vous aura pas échappé, je pense que on vous l'a beaucoup dit depuis le début de cette présentation. L'un des objectifs principaux sur le Hub, c'est l'émulation autour de la compétition bas carbone côté industriel et comment justement créer l'émulation chez eux pour qu'ils produisent plus de FDES avec des FDES avec de l'information de meilleure qualité et puis aussi comme ça comment dire identifier les mieux-disants environnementaux. Cette année, comme on a été très pris sur la première partie qui était très importante pour nous de fournir une qualité saine de données et un socle intéressant sur lequel on puisse se reposer après pour la suite des études, on a établi des premiers classements sur la production et la participation à la Basignès et donc la production de FDES. On l'a établi sur un certain nombre de catégories où on a une quantité importante de FDES, comme l'isolation, le cloisonnement flot plafond, la partie revêtement de sol, peinture, etc. Donc, bien évidemment, on félicite par ce biais-là de grandes entreprises qui ont participé activement, comme Saint-Gobain, Nauf, qu'on retrouve à plusieurs reprises, Caléi, Blanchon, etc. On reconnaît, alors on les félicite bien évidemment, c'est très important, mais on reconnaît également qu'on a un travail à poursuivre et qui va s'intensifier en année 2, qui est de ne pas juste reconnaître les gens qui se prêtent
au jeu et fournissent des données, qui est une première pierre et qui est importante dans le processus de choix de matériaux, mais également intensifier la compétition en allant un peu plus loin et en allant voir les mieux-disants environnementaux, en allant voir également que la donnée des FDES et les hypothèses qui sont prises et les scénarios qui sont prises à chaque étape de vie du matériau sont des hypothèses qui sont cohérentes. Donc, en effet, on ira plus loin sur ce côté-là et ça permet aussi de désamorcer un certain nombre de questions que vous aurez sur ce classement. C'est un classement en effet sur la production de FDES. Et l'année prochaine, on compte bien aller un cran en dessous pour aller détailler l'information dans ces FDES. Et puis, bien sûr, on aura un regard sur la partie coût, puisque c'est bien d'avoir une solution bas carbone, c'est bien aussi que financièrement, elle soit viable. Donc, on ira plus loin en intégrant aussi à notre compétition cet axe-là. Et donc, forcément, on a un gros appel du pied à vous faire aujourd'hui si vous êtes industriel ou bien même si vous êtes bureau d'études ou maître d'ouvrage et que vous travaillez avec certains industriels sur des matériaux innovants et des solutions mieux-disantes, bas carbone, qui peuvent être valorisées ou qui sont sur le point d'être valorisées. N'hésitez pas à nous le faire savoir. On a mis en place un mail, donc hub_bas-carbone@ifpep.fr, sur lequel vous pouvez justement nous faire remonter soit vos solutions, soit les solutions dont vous avez entendu parler, innovantes en matière de bas carbone. Et on se fera un plaisir justement d'aller les voir, d'aller les rencontrer et d'aller trier un peu et d'avoir un regard un peu critique aussi sur toutes ces nouvelles solutions de manière positive aussi. Donc voilà. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et ça nous permet d'ouvrir, le troisième message nous permet d'ouvrir aussi également sur l'année prochaine. Alors nous, ce qui nous intéresse à l'IFPEP, ça a été un peu, c'est notre ADN depuis le début, également sur les sujets qu'on traite en énergie. Et donc on l'a transposé sur la partie carbone, c'est la performance réelle. J'ai cru voir parmi la quantité de participants qu'on avait aujourd'hui qu'il y avait un grand nombre de bureaux d'études. Et on sait que pour ces bureaux d'études, c'est assez compliqué d'avoir une information stable entre une étude en conception et une étude qu'on va réaliser à la fin de la réalisation pour être sûr et certain du niveau carbone que l'on a sur le projet. Donc, bien évidemment, il y a des solutions qui commencent à apparaître dans le débat public et qui commencent à être demandées sur le millésimage des FDES, le millésimage des études également. Donc ça, on le sait, on le prend en compte. Ça sera des sujets qui seront aussi également développés dans un second temps l'année suivante. Et en particulier, donc on sait le souci de garder une information et une performance aux différentes étapes de vie du bâtiment avec les évolutions qu'on connaît sur la base INES. Mais également, on sait qu'il y a un souci, par exemple, du côté des métrés, entre les métrés qu'on a en conception et la capacité à récupérer les métrés en fin de projet et la confrontation entre ces éléments qui sont aussi des données entrantes importantes au calcul de l'analyse de cycle de vie. Et puis enfin, on aura un travail aussi, et ça rejoint le travail qu'on aura sur la partie matériaux, d'avoir un regard critique en fonction des usages qui sont faits d'un matériau, parce que choisir une moquette pour du résidentiel et choisir une moquette sur du tertiaire, ces moquettes, elles vont pas forcément avoir la même durée de vie. Sur une moquette qu'on va mettre dans un salon, dans un appartement, on ne va pas l'user de la même manière que dans les parties communes d'un bâtiment de bureau. C'est très différent. Donc, peut-être aussi avoir un regard critique sur l'usage qu'on fait des matériaux et comment ça impacte leur durée de vie derrière et faire passer ce message-là ensuite aux institutionnels, mais aussi aux fabricants derrière. Je vous passe la main sur le résumé exécutif.
Ok. D'accord. Tu reprends. Le résumé exécutif, donc vous trouverez ici les éléments dont on a déjà parlé. Donc 3 points. Les 2 premiers points qui concernent donc les institutionnels, donc des recommandations, en tout cas des messages clés. Donc le premier, c'est que l'Observatoire E+C- est bien entendu très précieux pour les acteurs du hub dans le présent et pour les années à venir, que la qualité de la donnée et donc des analyses qui en découlent doit cependant être améliorée avec un minimum de tests de cohérence à l'entrée et aussi parce que ça permet de faire monter en compétence les acteurs qui vont mettre des bâtiments. Cet observatoire pourra fournir des analyses variées, riches et de qualité nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation et des solutions bas carbone. Donc, premier point. Le deuxième point revient sur les coefficients de sécurité des valeurs ministères, donc les DED, qui faussent donc la compétition bas carbone entre les maîtres d'ouvrage et créent une confusion générale. Clairement, ils faussent également la qualité des retours d'expérience et ne permettent pas à la profession de se fixer des cibles performantielles. Il faut donc séparer ces 2 compétitions, la compétition entre les maîtres d'ouvrage d'une part et celle entre les fabricants d'autre part, en supprimant donc les coefficients de sécurité et en réinventant les incitations aux industriels. Ensuite, le troisième message. Petit problème. Donc, troisième message, donc, qui est un message aux industriels. Donc, le Hub félicite les champions industriels avec, vous l'avez vu, une analyse qui est assez simple au début. J'ai vu un certain nombre de commentaires qui nous dit qu'il y a beaucoup de FDES là où il y a beaucoup de produits. Bien entendu, dans l'approche qui va suivre, on ramènera le nombre de FDES au nombre de produits, c'est évident. En tout cas, ça nous semblait important de lancer cette dynamique de compétition entre les fabricants et donc on insiste sur la nécessité pour tous les industriels à accélérer la mise en œuvre de solutions bas carbone et la mise à disposition des fiches FDES et PEP correspondantes et donc des règles d'exclusion des prescriptions, donc DCE, consultation, etc., sont en cours de réflexion au sein du Hub. Et en contrepartie, on commence aussi à réfléchir à comment est-ce qu'on peut accompagner tous les acteurs, y compris les plus petits, qui seraient capables de mettre en place des solutions innovantes, mais qui auraient des problèmes financiers pour la réalisation des FDES. Et donc, nous avons la baseline, place aux opérations. Donc, avec 3 points. Le premier, c'est les outils dont on a parlé. Le deuxième, c'est caractériser puis énoncer les prescriptions bas carbone relatives aux matériaux. Donc, c'est faire ressortir de toutes ces analyses, notamment les ordres de mérite. Et 3, aider à la diffusion de la compétence carbone auprès de tous les acteurs, donc de la conception à la réalisation en passant par les services d'achat. Je profite que j'ai la parole pour répondre à quelques points très importants qui ont été posés via les questions et qui concernent ce qui a été présenté. La base de prix, c'est la base bâti-prix qui a été utilisée. Elle ne reflète pas les prix vraiment payés par les maîtres d'ouvrage qui font partie du Hub, mais la hiérarchie entre les prix semble correspondre à l'ensemble des membres du Hub. Ensuite, sur les configurateurs, très rapidement, oui, nous utilisons les configurateurs, notamment Betty et les configurateurs biosourcés, mais qui viendront dans un second temps où on va avoir des analyses poussées par filière. Voilà. Et puis, je laisse les questions pour la fin. Je reprends la main sur la partie témoignage. Donc, on a été, vous l'avez vu, vous avez le descriptif des membres. On a été très tôt supporté par un ensemble de membres et on a eu la gentillesse d'avoir 3 personnes. Donc, je vais demander à Valentina aussi de connecter sa caméra si possible. Comme ça, on aura les 3 ici présents pour témoigner. Merci. Valentina, on va commencer par vous. Donc, vous êtes directrice adjointe technique, innovation et éco-conception du groupe Sogeprom. Vous êtes le lien parfait en fait entre les premiers messages qui ont été dits sur le projet, puisque vous avez eu une forte expérience justement des différentes limites, on va dire, en termes d'études qu'on a pu apprécier au sein du Hub. Et dans le même temps, à l'heure actuelle, en travaillant chez Sogeprom, avec Maineme en particulier, vous travaillez aussi à lever les verrous et les freins côté maîtrise d'ouvrage, en particulier à la prescription. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ces deux sujets ?
Alors, bonjour à tous. Donc, je souhaitais d'abord vous parler de l'état de l'art, disons, chez Sogeprom. Donc, nous avons en cours 5 projets certifiés plus et moins, avec le plus ambitieux sera certifié E3C2 et il s'agit d'un immeuble de logement en région lyonnaise. Donc, nous avons participé au Hub des prescripteurs bas carbone depuis fin 2019. Donc, on a été sensibilisés par les résultats et on a fait un certain nombre de constats. Dont le premier est bien sûr les fortes variations dans l'ensemble de l'eau, justement dans les différents calculs que nous avons pu faire sur les différents projets. Et donc aujourd'hui, on s'interroge à la fois sur les lots de gros œuvres, mais aussi sur les lots de seconde œuvre. Donc notre question et aussi les prochaines étapes consisteront à trouver donc le bon dialogue avec les titulaires des différents contrats cadres, puisque bon, chez Sogeprom, on fait à la fois du logement et de l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, on parle plutôt de logement. Donc, on se demande comment les solliciter, comment les encourager pour qu'ils puissent affiner le choix de leurs matériaux et des matériaux qu'ils nous proposent pour que nous puissions justement avancer et avoir et contribuer à avoir des résultats qui soient fiables dans nos analyses de cycle de vie. Ensuite, les autres constats que nous avons faits, donc je parle à la fois en tant que maître d'ouvrage actuellement, mais aussi en tant que maître d'œuvre, puisque bon, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais donc maître d'œuvre environnementale. Donc là, c'est un peu mon expérience cumulée sur ces dernières années. Donc pour ce qui concerne l'analyse de cycle de vie, donc il y a un sujet, comme vous avez dit tout à l'heure, qui est lié aux données. Donc à la complétude des données. Donc c'est ce que nous attendons aussi et auquel le Hub bas carbone répond. Donc il n'y a pas assez évidemment de fiches FDES, donc il y a peu d'actualisation. Et surtout, on souffre parfois des valeurs forfaitaires, notamment, comme vous avez dit, sur les sous-lots techniques. On profitera et justement on constate l'arrivée récente et heureuse donc des différents configurateurs, donc et des configurateurs des différents outils qui nous sont mis à disposition. Ensuite, en termes de logiciels, pour rentrer vraiment un peu plus dans le détail de la personne qui fait le calcul, justement, on constate que souvent, on a du mal à archiver les fiches FDES, donc puisque la nature de nos bâtiments peut être similaire, les solutions techniques peuvent se reproduire d'un bâtiment à l'autre, donc on aurait besoin justement que toutes les bonnes pratiques, mais aussi toutes les données et les informations puissent être archivables, pour que nous ayons justement une shortlist de matériaux qu'on peut proposer, que nous pouvons employer et dont nous connaissons l'impact environnemental. Donc, on signale qu'en effet, la mise à jour des fiches FDES implique aussi la mise à jour des calculs d'analyse de cycle de vie. Donc, quand on fait des calculs, par exemple, des autres typologies de calculs, que ce soit des FLJ ou des simulations thermodynamiques, en fait, les données ne bougent pas beaucoup, alors qu'en effet, aujourd'hui, dans une analyse de cycle de vie, les données peuvent évoluer assez rapidement. Donc, il est nécessaire de millésimer des études. Mais toutes ces interrogations que nous avons, ben, nous comptons par exemple sur la maquette numérique pour qu'elle puisse nous aider à les résoudre. Et donc aujourd'hui, on constate que le passage justement entre analyse de cycle de vie avec l'aide de la maquette numérique pour ce qui concerne justement les quantitatifs, mais aussi les métrés, nous aidera justement à évoluer. La dernière question que nous nous posons concernant vraiment les matériaux, c'est comment valoriser l'économie circulaire. Mais on sait parfaitement que ça fait partie justement des questions et des réponses qui vont nous être apportées certainement en courant 2020. Et ensuite, je voulais aussi vous parler des prochaines étapes chez Sogeprom. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bilan carbone de nos projets. Nous sommes accompagnés par Carbone 4, donc voilà, qui participe activement aussi au Hub bas carbone. Donc nous sommes en train actuellement d'analyser les systèmes constructifs et les systèmes techniques des 46 bâtiments qui ont été livrés en 2019 chez Sogeprom.
Donc en parallèle, nous avons souhaité également construire un outil en interne qui permette de benchmarker nos bâtiments les uns par rapport aux autres. Donc cet outil nous permettra à la fois de constater les performances en termes d'émissions carbone, mais aussi les performances environnementales de chacun des bâtiments. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés très très loin en termes de matériaux de seconde œuvre, et c'est justement grâce à l'observatoire que nous avons prévu justement courant 2020 de nous servir des différents outils mis à disposition pour pouvoir avoir une vision globale sur les émissions CO2 de nos projets. Voilà, donc tous ces avancements et toutes nos études, nous les partageons à la fois avec ce groupe de travail, mais aussi avec d'autres groupes de travail, comme par exemple le comité technique de la FPI, auquel MEI participe activement. Très bien. Voilà. Merci Valentina. Donc on voit bien un maître d'ouvrage très au courant des différentes problématiques et qui les prend à bras le corps et avec comment dire, un vrai axe aussi sur la performance des matériaux. Je vais laisser la main maintenant à Laetitia Georges de chez Groupama Immobilier, donc qui est directrice de l'immobilier tertiaire chez Groupama Immobilier. Laetitia, es-tu là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ouais. Je vais te laisser, même chose, présenter à la fois la vision de Groupama et comment on s'insère justement, comment le hub s'insère dans cette vision. Bon, déjà, bonjour à tous et merci à l'IFPEB et à Carbone 4 et à tous les membres du hub des prescripteurs du bas carbone pour ces résultats qui forcément sont très importants parce que c'est un socle, vous l'avez rappelé. Et si on se met pas tous d'accord sur la data, sur les bases, sur les blocs qui vont permettre de construire et d'être agile par rapport au monde dans lequel on trouve, par rapport à l'unité du carbone, on ne pourra pas aller bien loin. Et donc, un grand merci, c'est une très, très belle avancée. Aujourd'hui, j'interviens en tant que directrice de l'immobilier tertiaire, donc un côté très opérationnel et un côté forcément financier. Pour moi, le carbone, c'est une ressource qui n'est pas encore financiarisée à outrance aujourd'hui, mais qui va l'être forcément demain. Donc l'unité du carbone, ça fait 10 ans qu'on en parle avec Cédric Borel. C'est quelque chose qui est, et puis avec bien sûr avec tous les membres de l'IFPEB, c'est quelque chose qui est très important dans l'évolution et dans le développement de la financiarisation, je crois, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et j'espère que cette pandémie nous aidera à aller plus vite par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps et en même temps, si on regroupe pas toutes nos compétences, toute notre expérience autour de la table, c'est le cas du hub, c'est pour ça qu'on a été présent dans ce hub, on va perdre du temps alors que l'intelligence, c'est de tous travailler ensemble et de voir justement avoir un socle commun pour aller plus vite. La première fois, au premier rendez-vous du hub des prescripteurs bas carbone, on avait fait un peu la liste des courbes par rapport aux objectifs fixés par la réglementation, de voir quel était sur un immeuble les endroits où on pourrait diminuer l'impact carbone à différentes échelles qui correspondent d'ailleurs à différents métiers, à différentes personnes autour de la table. Entre les acheteurs, entre les properties, les facilities, les utilisateurs, les investisseurs, voilà, très très large. Et en fait de ça, chez Groupama Immobilier, on a repris un peu tous ces thèmes et on essaie de voir comment on peut les mettre en place. Mais de façon générale, quand on regarde l'expérience qu'on a eue, notamment dans le cadre de l'IFPEB, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, on voit bien tout ce qui est économie d'énergie sur la slide 1, économie d'énergie à l'usage du bâtiment. On a Cube 2020 qui nous a prouvé le fait qu'il y a des performances, qu'il y a une compétition, on peut aller vite et loin. Le commissioning, il faut mettre en avant les facility managers et le rôle qu'ils auront à mettre, le rôle qu'ils auront à réguler au mieux nos immeubles. On voit bien là le retour qu'on a de DeepKey, c'est qu'on a des grosses consommations sur des immeubles dans lesquels il n'y a plus personne aujourd'hui. Bon, voilà, en temps réel, on peut indiquer à nos locataires qu'on peut faire quelque chose, on peut diminuer la consommation, et voilà, c'est quelque chose d'assez interactif, et petit à petit, tout ça se met en œuvre. Ensuite, bien sûr, sur les FDES, c'est capital, comment on peut faire pour savoir si on fait du bas carbone, si on n'a pas le mode d'emploi, si on n'a pas les fiches, de savoir,
comment c'est fait, d'où ça vient et pour l'intégralité des équipements, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas demain, pour moi, un immeuble, c'est un actif de ressources. C'est bien sûr un actif dans lequel d'usage, un actif d'investissement, un actif de rendement, mais un actif de ressources. Et ces ressources naturelles feront le fruit demain de d'autres créations de valeur. Donc le recyclage, on en a parlé, le réemploi. Donc moi, je suis, grâce à tout le travail que vous avez fait en saison 1 du hub prescripteur du bas carbone, je pense qu'il y aura saison 2, saison 3, saison 4, on aura beaucoup de choses à partager, notamment comment on fait pour reconditionner, réemployer et mettre tout le monde autour de la table. Bien sûr, les entreprises générales, les maîtres d'ouvrage, les équipementiers, mais également les architectes et les designers. Ensuite, bon, on va continuer rapidement, la flexibilité énergétique et aussi, bien sûr, tout ce qui est le stockage de la data, notamment immobilière, sur lequel on pourrait également faire de larges économies carbone. Sur la slide 2, je peux passer à la slide 2. Voilà. Rapidement, donc, vous l'avez compris, on est en ordre de bataille depuis 2014 sur la mise en place opérationnelle de la réglementation. Et au sein de Groupama Immobilier, avec Anne Koch, la directrice du développement durable et de l'immobilier tertiaire, avec les asset managers, les property managers, la responsable de la qualité, la personne en charge des achats, les directeurs de technique. Bref, tout le monde s'est mis autour de la table et tous les 15 jours, on se voit pour voir comment on peut mettre en œuvre, comment on peut être de façon très efficace et opérationnelle pour être dans une certaine vertu. Non seulement un immeuble, c'est un bien, mais aussi comment on peut optimiser tout ça. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre ADN. On a été certifié ISO 14001 en 2019, donc on est ravis pour cela. Et ça nous aide dans le management de regarder un immeuble aussi comme un ensemble de ressources naturelles. C'est également l'ADN, bien sûr, de notre groupe, Assureur. Assureur, donc c'est aussi un acteur responsable sur la transition énergétique et c'est vraiment au cœur de notre ADN. Pour 2020 et 2021, je vais faire très très vite. Bien sûr, avec Carbone 4, l'IFPEB, on souhaite continuer autour de ce hub de prescripteurs carbone pour continuer à avancer sur les différents éléments que je vous ai cités préalablement, sur j'appelle ça les 10 étages de la fusée, pour que vraiment autour de la table, on puisse aller vite, rapide. Et clairement, en fait, l'investissement pour participer à ces cercles de réflexion sont pour moi un coût de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre, il faut qu'on la partage. On n'est pas en concurrence, on est en complémentarité. Il faut qu'on se nourrisse de nos expériences réciproques. Voilà, donc un grand merci, bravo. Et j'espère que les 357 ou les 450 participants seront demain avec nous dans le prochain saison 2 du hub des prescripteurs du bas carbone. Et merci. Merci Laetitia et merci de ton engouement et on le voit transparaître la volonté d'aller plus vite et plus loin assez rapidement avec une feuille de route très marquée. Donc là aussi c'est très engageant et très enthousiasmant. On va passer au dernier témoignage. Donc Jean-Éric Fournier, directeur développement durable chez Covivio. Vous aussi, vous avez une vision très fournie du sujet bas carbone, d'autant plus que pour le coup, Covivio est une foncière, donc vous adressez aussi les bâtiments en exploitation et vous avez aussi des gisements de bâtiments dans d'autres pays en Europe, ce qui rajoute des inconnus à une équation qui est déjà assez fournie. Donc, le but, ça serait de vous entendre justement sur ces points un peu spécifiques et sur votre vision globale chez Covivio également. On t'entend pas, Jean-Éric. Remets ton micro, peut-être. Sont activés, voilà. Excusez-moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je n'ai pas prévu de slide, parce qu'on m'a dit que c'était 3 à 5 minutes. Donc, je vais être assez rapide, du moins, je vais essayer. En vous disant donc que Covivio est une foncière de taille européenne, c'est une foncière cotée. Notre métier, c'est d'être propriétaire d'immeubles, de les gérer, de les rénover. Nous sommes propriétaires d'immeubles de bureaux en France, en Italie, en Allemagne. Nous sommes propriétaires d'immeubles résidentiels en Allemagne.
et d'hôtels à l'échelle européenne. L'ensemble pèse à peu près 24 milliards d'euros, ce qui fait de nous la 5e foncière cotée en Europe. Alors moi, je suis en charge de la RSE ou du développement durable, comme vous voulez, depuis officiellement le 1er janvier 2009, et un de mes premiers sujets a été d'élaborer une cartographie énergétique et environnementale du parc. Donc c'était en 2009-2010 avec le CSTB, avec lequel nous avons continué à travailler. Cette cartographie nous a permis d'élaborer des plans pluriannuels, donc pour les séquences 2010, puis 2015, 2020. Et maintenant, bien sûr, on se tourne vers 2025 et 2030. Et avec le CSTB aussi d'instruire un reporting autour notamment de ces objectifs qu'on a définis à l'époque, qui comportaient dès le départ l'énergie, avec des objectifs exprimés en énergie primaire, et le carbone. À l'époque, on entendait surtout parler d'énergie, mais on sentait bien que le fond de l'affaire et le sujet du changement climatique porterait davantage le sujet carbone un jour dans notre beau pays, et puis d'autres sujets comme l'eau. Enfin, nous avons des objectifs évidemment sur les 360 degrés de la RSE. Ce reporting est suivi d'année en année, toujours avec l'aide du CSTB, donc depuis 2008. À fin 2009, par rapport à 2008, si je prends le parc Bureau France, nous en étions à moins 35% sur les consommations d'énergie, moins 45% sur les émissions carbone. Alors, je ne sais pas si c'est possible de montrer quelque chose à l'écran, mais sinon, on a un rapport annuel de performance durable qui a été mis en ligne sur notre site il y a 2 jours, jour de l'Assemblée générale, et donc vous pourrez vous y reporter. Et vous verrez notamment donc un certain nombre d'actions que nous avons conduites. On a parlé beaucoup d'ACV ce matin, bien sûr. Alors les ACV, nous en faisons depuis 2010. Alors, je n'ai pas demandé que ce soit systématisé à toutes les opérations, mais c'est simplement plutôt sur certaines opérations qui nous ont permis, sur des petits immeubles de bureaux, des plus gros immeubles, des immeubles anciens, des immeubles plus récents, d'avoir cette vision. Donc dès 2010, je pense qu'on a dû faire en France la première ACV sur un hôtel, et puis la première ACV sur un immeuble en rénovation, c'était Style. Une construction Eiffel, un très bel immeuble de bureau qui est situé à proximité du Trocadéro. Une observation sur les ACV quand même, c'est que pour les réaliser, on a besoin d'avoir tous les quantitatifs, et donc finalement d'être déjà assez avancé dans le projet, et que finalement les résultats des études de ces ACV nous servent un peu pour les travaux de seconde œuvre, et puis nous servent finalement pour les opérations suivantes. Elles nous ont servi également pour réaliser notre trajectoire carbone 2 degrés. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés là aussi avec le CSTB en 2017-2018. Alors toujours par la face nord, hein, on a fait tous les pays simultanément, toute activité. Et il faut signaler que notre trajectoire carbone est calculée sans recours à l'électricité verte et sans compensation. Cette trajectoire donc a été approuvée par l'initiative Science Based Target dès l'été 2018, et en 2019-2020, nous travaillons à la construction d'un plan d'action pays par pays, activité par activité, pour que chacun ait une feuille de route carbone 2030. Ces travaux en fait sont menés aussi en tenant compte pour la France et en s'en inspirant pour le reste de l'Europe, pour le reste de nos immeubles que nous détenons en Europe, s'inspire donc de l'ARE 2020. Nous élaborons également un cahier des charges ACV spécifique à Covivio pour pouvoir rendre les ACV plus comparables d'un pays à l'autre. Et nous sommes en train de créer également des outils de suivi pour avoir un suivi de ces performances à l'échelle européenne. Alors, un mot sur la finance, comme Laetitia l'a évoqué. Je pense que le sujet carbone est vraiment venu sur le devant de la scène en matière financière depuis l'accord de Paris de décembre 2015 et l'article 173 de la loi de transition énergétique également de 2015
chez Covivio, on a émis déjà 2 green bonds de 500 millions d'euros chacun, l'un en 2016 et l'autre en 2019. J'ai vraiment vu la différence dans les questions qui sont posées par les gens du monde de la finance, qui sont vraiment de plus en plus attentifs aux sujets environnementaux en général et aux sujets carbone et climat en particulier, étant obligés, pour les Français particulièrement, mais même pour les autres, d'établir à présent un reporting carbone et de le publier chaque année dans leur documentation annuelle. À signaler donc aussi dans notre rapport annuel de performance durable 2019, vous retrouverez aussi notre reporting TCFD. Alors, comme l'a dit Romain en préambule, tout seul, on ne peut pas tout. Et Laetitia a également cité le besoin, l'interdépendance avec l'ensemble des acteurs de la filière, architectes, BET, constructeurs, fabricants, donc ça a été dit évidemment. Je dirais aussi facility manager, property manager, locataire, utilisateur final, aménageur des locaux qui sont loués. Et c'est vraiment toute la chaîne d'acteurs qu'il faut mobiliser. Donc chez Covivio, on a une politique achat responsable mise en œuvre depuis 2011. Et on a été pionnier dans la signature des annexes environnementales. On est membre d'associations comme aussi BBCA. On a une première expérience, des premières expériences dans ce sujet. On a expérimenté aussi, on a fait des travaux autour du Cradle to Cradle. Et donc, on a été très intéressé de rejoindre le hub des prescripteurs bas carbone avec un vrai partage des préoccupations qui ont été évoquées ce matin, notamment autour des fiches DES qui doivent être de plus en plus souvent renseignées, notamment pour des produits innovants. Et alors, ça n'a pas été dit, tout en répondant quand même à une équation économique bien sentie. Il faut que tout ça soit économiquement possible et viable. Et puis un mot de conclusion sur l'ambition générale. Je crois qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de se projeter davantage avec l'ambition de les ramener à zéro à l'horizon 2050. D'accord. Très bien. Merci Jean-Éric. Un petit mot de conclusion juste avant de passer la parole. On voit bien avec ces 3 témoignages la vraie volonté d'avoir une action commune, et on les cite pour mémoire, mais on a aussi Postimo, Bouygues, Rabo et bien d'autres, Vinci, qui font partie du hub et qui nous accompagnent. Une vraie volonté aussi de se rapprocher vers la performance intrinsèque des matériaux qui va vraiment jalonner l'année 2 de notre sujet. Voilà. Très bien. De nombreuses questions ont été posées via le chat et de nombreuses réponses ont été apportées sur le module D, sur le stockage, etc. Merci Roman et Nathan pour vos réponses. Cependant, il y a une question pour Laetitia. Est-ce que l'assureur Groupama pourra-t-il assurer à un moment les éléments issus du réemploi? C'est déjà le cas pour quelques assureurs. Forcément, c'est des sujets de dommages ouvrages, de biennale. Donc oui, c'est forcément la priorité pour que tout ça se décline facilement. Et donc, Groupama Immobilier travaille avec le groupe pour justement faire basculer et faire avancer tout ça. Donc, il y a déjà des recherches. Les assureurs travaillent ensemble pour cette question-là. Et j'espère que rapidement, il y a des choses évidentes qui sortiront de tout ça. Et une autre question alors qui s'adresse un peu généralement à tout le monde. Pensez-vous qui est issu d'un représentant de l'État qui est parmi nous, pensez-vous que la RT par élément qui oblige au remplacement par des matériaux des matériaux immatériels par les matériaux les plus efficaces quand on fait du remplacement et de l'entretien de bâtiments puisse, au titre de sa révision de la RT par élément, puisse intégrer grâce à ces travaux et grâce à la maturité qu'on a, une condition carbone là-dessus? Bien sûr.
Ouais. Aujourd'hui, quand on amortit un immeuble comptablement, financièrement, on l'amortit. Donc, pour moi, l'amortissement du carbone va faire partie demain des calculs et de la financiarisation d'un immeuble par rapport au carbone et bien sûr par rapport à l'eau, par rapport aux ressources naturelles. On y va, c'est évident que tout ça va être intégré dans la comptabilisation et dans la façon dont on va regarder un actif avec l'usage. Alors, je crois que la question de la comptabilisation reste encore peut-être un petit peu compliquée dans la mesure où il y a des modes de calcul différents et il faudra arriver à s'entendre sur un certain nombre, enfin sur une méthodologie qui soit partagée. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport au décret et à son application, c'est que les mesures qui sont adoptées, notamment en matière de travaux, ne doivent pas aggraver la performance carbone de l'immeuble. Mais effectivement, je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous pour affiner cette règle du jeu, comme Laetitia et je pense nous tous l'appelons de nos voeux. Ben, c'est parfait. En tout cas, merci pour vos témoignages et merci pour toutes les réponses techniques qui ont été répondues assez largement dans le chat. Et je laisse la parole à Laurent Morel alors pour un mot de conclusion. Oui, bonjour à tous. Merci. Donc, je suis là pour remercier tout d'abord les sponsors du Hub Bas Carbone, Jean-Éric, Laetitia, Sogeprom et tous les autres. Remercier aussi l'équipe Cédric, Roman, Nathan, Jérémy pour le temps passé et tous ensemble pour l'expertise partagée. Donc, en tant que président de l'IFPEB et associé de Carbone 4, je mesure, si vous voulez, l'intérêt qu'il y a à collaborer sur ces sujets. Nous avons en France une stratégie nationale bas carbone qui est une planification assez remarquable, en tout cas du point de vue théorique. Nous avons un référentiel qui s'appelle E+, C-, qui va conduire à une réglementation environnementale extrêmement moderne. Donc, ce sont des atouts considérables. Voilà. Et ces atouts considérables prendront tout leur sens si on arrive à générer une collaboration active des acteurs économiques pour faire vivre cette planification et faire vivre cette réglementation. Il n'y a pas de loi qui s'applique proprement si elle n'est pas comprise et en écho travailler avec les acteurs économiques. Donc ça, c'est l'ambition du Hub des prescripteurs bas carbone. Je voudrais vraiment, moi, me féliciter de cette première année, ce premier round, ou cette première saison, comme on veut l'appeler, du Hub des prescripteurs bas carbone. Il est évident qu'il en appelle d'autres. Nous avons d'excellentes bases. Je crois que nous avons pu donner quelques éléments sur, et c'était très important de jeter ces bases sur les aspects pratico-pratiques pour les acteurs de la construction, de l'immobilier, de ces nouvelles compétitions pour bas carbone. Voilà, donc la complétude des données, c'était le premier point. Je pense qu'on a eu raison de travailler là-dessus. Et je crois que c'était très important aussi de bien rappeler comment, je crois que la note le fait très clairement, à quel point c'était important de fixer les bons niveaux d'ambition, à la fois pour les donneurs d'ordre, mais aussi pour les industriels qui produisent des matériaux. Et c'est ça qui va structurer tout notre travail pour les années à venir. Voilà. Donc, écoutez, on va continuer avec le Hub des prescripteurs bas carbone. On va continuer sur cette lancée pour encourager la dynamique des FDES. Hein, vous l'avez entendu. Et là, vraiment, nous sommes à votre disposition. L'équipe est à votre disposition, notamment les constructeurs de matériaux, pour vous aider à mieux contribuer sur cet aspect-là. On va commencer à fabriquer des briefs sectoriels qui vont permettre là aussi aux acteurs de rentrer très concrètement sur tel ou tel aspect de la construction, sur les aspects donc, de compétition bas carbone sur les produits, avec les aspects de coût qu'on évoquait tout à l'heure, parce que comme le disait Jean-Éric, il n'y a pas de réalité à la transition si elle n'est assortie de la prise en compte des aspects économiques. Voilà. Donc, là, je passe un appel à tous les donneurs d'ordre, tous les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent. Rejoignez-nous au sein du Hub des prescripteurs bas carbone. Vous y trouverez
deux choses fondamentales. D'abord, votre participation à une cause suprême qui est cette transition énergétique. Et Dieu sait si cette affaire est collective. Donc, vous y trouverez vraiment un état d'esprit de partage et de collaboration avec les institutions publiques et les pouvoirs publics. Et puis, vous y bénéficierez aussi de la confrontation de vos expériences personnelles avec celles de vos pairs. Et c'est très important, c'est l'ADN de l'IFPEB que de faire en sorte que les participants à nos ateliers en tirent des bénéfices opérationnels pour eux dans leur pratique de ces nouvelles disciplines au sein de leurs entreprises. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. On va donc publier cette note et puis on va lancer les travaux de la saison 2 du Hub des prescripteurs bas carbone. Vous êtes les bienvenus tous et toutes pour nous aider à vraiment faire avancer ces sujets. Voilà. Puis je dois dire aussi que vous verrez à nouveau cette cordée là, IFPEB Carbone 4 sur une autre initiative dans les semaines qui viennent. Nous allons publier ensemble une recommandation, une lettre sur la façon de comprendre la neutralité, l'objectif neutralité en matière de construction et d'immobilier. Dieu sait si on dit des choses diverses et pas toutes très bien documentées ni très réalistes sur la neutralité. Et donc, on va faire le point tous ensemble là-dessus. Et donc, on vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent, en plus de la saison 2 du Hub des prescripteurs bas carbone avec cette note sur la neutralité. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci encore à l'équipe. Très bonne fin de confinement. Voilà. Et puis, on se retrouve en live, je l'espère, la prochaine fois. Même si c'est vrai que c'était finalement un succès puisqu'on a eu plus de 350 à 400 personnes pour l'ensemble de ce webinaire. Voilà, je suis pas sûr qu'on puisse le faire en physique. Ça, c'est un enseignement aussi pour nous tous qui connaissons bien l'immobilier. Il se passe des choses là, en matière de transformation économique avec ce confinement qui vont nous faire réfléchir. Voilà. Mais on aura quand même plaisir à se retrouver ensemble dans un format réel. Hein. Merci à tous et à toutes et donc à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.